Le secteur de la construction, le secteur du bâtiment, c'est un des plus émetteurs. Que ce soit sur le volet construction, en fait, un chantier, c'est un chantier par les matériaux qu'on emploie, par l'énergie qu'on dépense pour construire, etc. C'est quelque chose d'hyper impactant du point de vue environnemental. Et ensuite, sur le reste du cycle de vie du bâtiment, donc pendant son occupation, pendant sa phase aussi de fin de vie, de déconstruction, c'est des impacts immenses. On pense généralement au chauffage, c'est le plus évident, quoi. Donc du point de vue des émissions de CO2, on ne peut pas envisager la transition écologique sans traiter la question de l'habitat. Ça, c'est évident. Sans traiter la question de la construction, mais plus largement, je dirais, sans traiter la question aussi urbanistique. Parce qu'un bâtiment, c'est pas seulement une enveloppe matérielle. Un bâtiment, il sous-tend aussi tout un tas d'usages. Par exemple, où est-ce qu'on le met, ce bâtiment? Est-ce qu'on le met en centre-ville dense ou est-ce qu'on le met dans une campagne? Et derrière, qu'est-ce que c'est les déplacements qui vont être associés à ça? Est-ce qu'on construit dense ou pas dense? Comment est-ce qu'on construit? C'est tout un tas de questions qui sont incontournables si on veut viser une non-catastrophe climatique à moyen terme. Donc, moi, je m'appelle Alice, j'ai 22 ans, je suis étudiante en école d'ingénieur et cette année, j'ai pris une année de césure pour construire cette merveille. Ma petite tiny house, un projet dont je rêvais depuis des années, quoi. Donc voilà. Alors, c'est une vaste question. Les tiny house, c'est un mot qui désigne un mouvement qui est parti à la base des États-Unis. Donc, si mes souvenirs sont bons, le concept, il est né à la suite de l'ouragan Katrina, donc dans les années 2000. Donc beaucoup d'Américains se sont retrouvés du coup sans maison d'un jour à l'autre. Donc je crois que le mouvement a pris de l'ampleur à partir de ce moment-là. Mais il me semble aussi que ça a pris beaucoup son essor au moment de la crise des subprimes, parce que pareil, des Américains se sont retrouvés sans maison du jour au lendemain et donc ont eu besoin de se reloger avec ces habitats-là. Et donc le mouvement s'est diffusé mondialement. Et en Europe, je dirais que c'est vraiment en France que le mouvement a pris le plus d'écho et aussi d'une manière différente de ce qui est fait aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus perçu comme une marche sur l'échelle de l'accession à la propriété. C'est pas forcément synonyme aussi d'engagement écologique, c'est très différent en fait. C'est plus là-bas, ça s'ancre plus dans un contexte de crise du logement que dans une volonté de vraiment changer son mode de vie, changer son mode d'habitat. En France, il y a vraiment cette dimension écologique qui, à mes yeux, est plus présente. Et j'ai découvert le concept quand j'étais encore adolescente. Et ça m'a tout de suite parlé. Au début, je ne savais pas exactement expliquer pourquoi, parce qu'à cette époque-là, en termes de prise de conscience écologique et d'engagement, je pense que j'étais pas aussi avancée, même si j'avais déjà des sensibilités. Et puis, d'une idée, d'un rêve, c'est devenu progressivement un projet que j'avais envie de réaliser, quoi. Et donc, à partir de ça, c'est venu. Mais si je devais résumer les raisons qui motivent ça, je dirais que c'est avant tout des raisons d'ordre écologique. C'est un habitat qui est écologique pour plusieurs raisons. Déjà, la plus évidente, je dirais, c'est que quand on réduit quelque chose en taille, peu importe après comment on le construit, c'est forcément un impact qui lui aussi est réduit. Donc par le minimalisme, on réduit son impact environnemental. Mais pour moi, ça va plus loin que ça. C'est aussi que c'est choisir de construire différemment. Donc c'est utiliser différents matériaux, c'est des matériaux biosourcés, donc forcément qui ont un impact carbone qui est bien moindre. C'est aussi une manière d'habiter différente. Donc c'est beaucoup moins de consommation de chauffage, c'est beaucoup moins, ça peut être aussi beaucoup moins de déplacements. Puis ça incite aussi à opérer d'autres transitions, d'autres évolutions sur son mode de vie, du coup vers plus de sobriété, vers plus de résilience. Donc pour toutes ces raisons, pour moi, c'est un habitat qu'on peut dire écologique, quoi. Même s'il y a des débats évidemment sur la question. Ouais, alors biosourcé, ça veut dire qui provient de ressources qui sont naturelles, quoi. Donc pas de ressources minérales ou pétro-sourcées. Donc les matériaux, je les ai choisis principalement sur la base de critères de performance et de critères écologiques. Donc, globalement, il faut que ce soit des matériaux qui soient durables dans le temps, des matériaux qui soient faible impact carbone, des matériaux qui soient aussi pas trop difficiles à mettre en œuvre. Il y a plusieurs limites par rapport à ça.
malgré tout, sur ce type d'habitat, on a quand même du mal à se passer de certains produits pétrosourcés. Donc toutes les membranes, de mémoire, enfin c'est toutes des membranes qui sont des dérivés du pétrole. Pareil sur tout ce qui va être les joints, c'est encore... Voilà. Il y a aussi il y a de la quincaillerie, donc forcément c'est métallique. Enfin, tout ne peut pas être 100% naturel, entre guillemets. Mais je pense que c'est important de se souvenir du fait qu'en réduisant la taille de la construction, tu réduis le volume des matériaux employés, et ça aussi, ça fait une énorme différence. Parce que c'est vrai que le choix de matériaux écologiques, de matériaux naturels, il se justifie pour des raisons écologiques, mais il se justifie aussi pour des raisons techniques. Parce que dans un habitat comme ça, donc le volume est très petit par rapport à son occupation, par rapport au fait par exemple qu'on va produire beaucoup de vapeur d'eau à l'intérieur, en respirant, en se douchant, en cuisinant. Et donc le fait d'utiliser des matériaux naturels, c'est des matériaux qui sont plus propices justement à l'évacuation naturelle par les murs, de l'humidité. Enfin, en fait, c'est des matériaux qui vont vraiment avoir un intérêt aussi du point de vue technique par rapport aux caractéristiques de cet habitat. Ouais, et ça c'est vrai que c'est quelque chose à mentionner. Une tiny house, elle est très contrainte du point de vue du poids, parce que ça repose sur une remorque qui a un PTAC, donc un poids total autorisé en charge de 3,5 tonnes. Donc la remorque plus son chargement, la maison, tout ça, ça ne doit pas dépasser 3,5 tonnes. Et donc très vite, ça devient difficile. Donc très vite, il faut vraiment raisonner sur comment économiser du poids, donc utiliser des matériaux le plus légers possible. Et c'est vrai que ça peut aussi contraindre par rapport à des choix écologiques. Est-ce qu'on choisit un matériau qui est extrêmement léger mais qui n'est pas très écologique? Est-ce qu'on essaie de trouver un compromis entre les deux? C'est difficile, quoi. C'est difficile. Moi, je sais que par contre, je me suis refusée d'utiliser par exemple du PVC, des matières plastiques comme ça qui sont beaucoup plus légères pour ces raisons-là, entre autres. Donc dans le plancher, c'est de la laine de mouton. Dans les murs, c'est de la laine de coton d'une entreprise qui s'appelle Métis, qui est une filiale du Relais. Donc quand vous donnez vos vêtements dans les bornes qu'on peut voir en ville, et bien ensuite c'est collecté. Et certains tissus sont sélectionnés, ceux qui sont trop abîmés pour être revendus, notamment des jeans, sont sélectionnés pour ensuite être traités, donc défibrés et mis sous la forme de panneaux, pour ensuite devenir des matériaux isolants qui sont très performants. Et l'entreprise Le Relais a vraiment une démarche qui est intéressante parce que donc ça faisait partie du groupe Emmaüs et ça fait toujours d'ailleurs. Et donc ce sont des personnes en réinsertion qui travaillent là-bas. Donc il y a aussi une dimension sociale en plus du caractère écologique du matériau, quoi. Et dans le toit, c'est de la laine de bois. Donc pareil, encore une ressource naturelle. Tout relativement performant, quoi. En termes d'autres matériaux écologiques, l'ossature c'est du bois. Donc ça c'est quand même important à dire. En France, on ne construit pas énormément en bois. Donc l'ossature c'est du bois, qui plus est du bois à minima européen, de préférence français. Le bardage par exemple, les bardages sont généralement des essences, généralement. En tout cas ça arrive que ce soit des essences pas françaises, par exemple du red cedar qui vient d'Amérique du Nord. Là ici ce sera un bardage en peuplier thermotraité, donc, qui subit un traitement spécial qui lui permet d'être résistant aux conditions extérieures, quoi. Voilà. Mais la liste est longue parce que à chaque choix de matériaux, c'est un critère premier de décision, quoi. Je le fais à la fois seul et accompagné, au sens où le projet était de mon initiative et donc je le fais pas par exemple avec un partenaire, une partenaire, ou avec des amis ou avec de la famille. C'était mon projet à la base. Et sur le chantier au quotidien, je suis essentiellement seule. Mais par contre, je suis très accompagnée parce que j'ai eu la chance de trouver un endroit génial pour construire. C'est l'entreprise Viva Tiny House dans l'Indre-et-Loire, donc pas très loin de Tours, qui construit donc des tiny house sur mesure, artisanales, écologiques, etc. Avec une démarche très intéressante. Je recommande à tous les curieux de checker leur site internet parce qu'ils font vraiment un travail incroyable. Et donc eux aussi avaient à cœur de rendre les tiny house plus accessibles parce que c'est vrai qu'une tiny house artisanale en France maintenant, ça représente un budget avec la hausse des prix des matériaux, avec aussi le coût que ça a, le travail en France. C'est un budget qui se justifie totalement mais qui n'est pas forcément accessible à tous. Et du coup, eux avaient conscience de ça et voulaient du coup contribuer aussi de ce point de vue-là à proposer autre chose. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'ouvrir les portes de leurs ateliers
à des autoconstructeurs qui du coup peuvent venir ici donc avec leurs projets, leurs idées et être accompagnés, donc avoir un toit au-dessus de leur tête pour le chantier, avoir accès à des machines, un réseau de fournisseurs et surtout à tout un tas de précieux conseils, que ce soit en bureau pour faire de la conception ou sur le chantier à l'atelier. C'est hyper enrichissant. Moi j'ai la sensation d'avoir appris énormément de choses. C'est presque une formation. Donc ouais, non, c'était vraiment très, très enrichissant d'avoir la chance de trouver cet endroit. Aucun regret. Je dirais, j'ai pris beaucoup de temps pour préparer mon projet. C'est-à-dire qu'entre le moment où je me suis dit vraiment que j'allais le faire, que je voulais le faire à moyen terme, et donc je me suis lancée dans les dessins, dans les recherches, etc. Et le moment où j'ai vissé la première vis, il y a quand même plusieurs années qui sont écoulées. Donc j'ai eu le temps de vraiment beaucoup préparer mon projet. Alors ça restait imparfait, il y avait encore énormément de trucs à voir. Et j'ai passé tous les mois de cette année de chantier à justement continuer à devoir retravailler des sujets que je pensais avoir déjà traités parce que c'est sans fin. Donc j'ai quand même eu la chance de pouvoir bien préparer mon projet, ce qui m'a évité pas mal de difficultés. Parce qu'en fait, un chantier, pour que ça se passe bien, il faut être capable d'anticiper. Il faut être capable de comprendre les interdépendances entre les différentes étapes, à quoi il faut penser avant pour ensuite derrière ne pas se retrouver embêté. Donc en ayant beaucoup anticipé, je me suis évité pas mal de difficultés et en ayant quand même acquis pas mal de connaissances grâce à mes recherches, ça me donnait une base de départ, même si elle restait quand même vachement incomplète. Mais par rapport à la question de est-ce que c'est difficile d'être seule sur un chantier, j'ai été vraiment surprise parce qu'en fait je pense qu'au début je m'imaginais que je recevrais plus d'aide, d'amis, de famille, etc. Sauf que, en fait, accueillir du monde sur un chantier, c'est compliqué parce qu'il faut être capable de bien les encadrer. Aussi, il faut pouvoir les faire travailler en sécurité. Toutes les tâches ne s'y prêtent pas. Il faut parfois des compétences spécifiques, plus de précision. Donc, c'est pas évident de faire du chantier participatif. Et surtout pour ce type-là d'habitat. Mais du coup, j'ai quand même réussi à très bien me débrouiller seule sur la plupart des choses. En fait, quand on est bien équipé, quand on est bien outillé, ça facilite énormément les choses. Et d'être ici, c'est très pratique parce que du coup, avec l'accès aux engins de levage, le fait d'avoir des transpalettes et ce genre de choses, ça permet de remplacer les bras que je n'ai pas, le fait d'avoir des serre-joints. C'est génial. Les serre-joints, ça sauve une vie. Pas besoin d'amis, ça a des serre-joints. Et ici, il y en a plein. Donc, on fait beaucoup plus de choses seules que ce qu'on pourrait imaginer. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des étapes où c'est indispensable d'être à plusieurs. Et c'est bien que ce soit indispensable d'être à plusieurs parce que c'est bien de ramener des gens sur son chantier. C'est bien de faire découvrir, de partager. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu pour les fois où je l'ai fait, quoi. Même si, évidemment, voilà, ce que je disais, c'est de l'organisation, c'est de la préparation, c'est pas évident. Donc ouais, on fait plus que ce qu'on croit seul. Et je pense que c'est aussi pour ça que le concept séduit autant pour l'autoconstruction, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui acquièrent des tiny houses en achetant, mais il y en a encore plus qui les construisent elles-mêmes ou eux-mêmes, notamment beaucoup de femmes qui autoconstruisent. Et je pense que c'est pour ça, en fait, c'est que c'est un habitat qui semble accessible pour sa construction, que ce soit par rapport à la taille de la chose, par rapport aux techniques constructives qui sont mobilisées. On se dit, en regardant des vidéos de gens qui l'ont fait en partant de à peu près rien, ok, peut-être que moi aussi je peux le faire. Et ça, en vrai, c'est quelque chose de fou. Et c'est vérifié, effectivement. On peut le faire, il suffit juste d'y aller au culot et de se dire ça peut pas être si difficile que ça, j'aurai des galères, mais j'arriverai à les surmonter. Avoir foi dans ses compétences et foi aussi dans sa bonne étoile, et on est capable, quoi. On est capable. Pareil, c'est une question qui est super difficile parce que les tiny houses, pour l'instant, n'ont pas véritablement de caractérisation juridique précise, en tout cas pas dans le droit français. Et donc ça pose beaucoup de difficultés au moment de s'installer parce qu'au moment de chercher un terrain, il faut réussir à faire valider le projet d'installation par les autorités compétentes, par les services d'urbanisme qui, pour plusieurs raisons, ont beaucoup de méfiance vis-à-vis de ce type d'habitat. Scepticisme aussi par rapport au fait que c'est un habitat qui est très différent, ça sous-tend des manières de vivre qui sont très différentes et on peut se demander comment les personnes qui les habitent s'intégreront dans la communauté existante. C'est aussi plein de questions d'ordre plus technique, la question du raccordement au réseau, la question du traitement des eaux usées. C'est un habitat qui ne rentre pas dans les normes et du coup pour toutes ces raisons, dans un système aussi normé et
juridiquement restreint que celui en France, c'est difficile, quoi. Mais donc, j'aimerais m'installer sur un terrain constructible. Et l'idée, c'est de m'installer du coup dans un milieu plutôt périurbain. Je vise la région ouest, notamment les environs de Nantes, parce que c'est une région qui est vraiment assez ouverte, de ce que j'ai entendu dire en tout cas, à ce type d'habitat. Mais mes options ne sont pas fermées et puis ça pourrait évoluer. C'est aussi le gros avantage de ce type d'habitat, c'est qu'il est mobile, c'est pour ça qu'il a des roues. Même si on s'imagine souvent que c'est beaucoup plus mobile que ça ne l'est réellement, parce que le bouger, c'est pas comme une caravane, c'est beaucoup plus lourd, quoi. Ah bah, ce serait dommage de ne pas profiter de cette opportunité. Parce qu'il y a plein de trucs à dire en fait. Peut-être que c'est un peu fainéant, mais j'ai envie de commencer par un petit speech féministe, quoi. Parce que bah, ça vous aura pas échappé que je suis une femme. Et le milieu de la construction, même de manière générale, quand on parle d'autoconstruction, quand on parle bricolage, c'est pas un milieu qui est dans les représentations collectives très féminin. Je suis aussi jeune. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment hyper fort de se dire qu'en tant que femme, en tant que jeune femme, et ben on peut se lancer dans un projet comme ça et le voir petit à petit aboutir. Donc je pense que les femmes peuvent avoir beaucoup tendance à s'auto-censurer. Elles peuvent aussi avoir beaucoup tendance à être décrédibilisées, à pas être prises au sérieux. Et en fait, c'est complètement faisable, quoi. Donc les filles, si vous avez un projet, que ce soit une tiny house, que ce soit complètement autre chose, attendez pas qu'on vous tape sur l'épaule et qu'on vous dise que ça ira et que ça va le faire. Prenez votre courage à deux mains et vous en êtes capable, quoi. Une autre chose que j'aurais à dire peut-être, c'est que je pense que la tiny house, c'est une très belle démonstration du fait que l'écologie, elle n'est pas punitive. Expression qui m'insupporte au plus haut point. Que rendre son mode de vie plus écologique, c'est pas synonyme de renoncement en fait. Parce que là, en vivant dans un habitat comme ça, je renoncerais peut-être à des mètres carrés, bêtement si on raisonne comme ça. Mais en fait, je gagnerais énormément à côté. Opérer des changements dans sa vie pour être en accord avec des valeurs écologiques, c'est gagner au change, à tout point de vue. C'est gagner en qualité de vie, c'est gagner en lien social, c'est gagner en connaissances, en compétences, tout ce qu'on veut. En fait, ce n'est pas un renoncement. C'est une opportunité, c'est un tremplin. Et donc de se dire « Ah non, mais ça je pourrais pas… Non, mais c'est pénible, c'est beaucoup plus confort, c'est beaucoup plus agréable de vivre dans une opulence matérielle. » C'est faux, c'est faux. S'engager pour l'environnement, c'est pas un renoncement, c'est pas un poids. Non, c'est une opportunité. Donc il faut sauter le pas.